Et salut tout le monde, j'espère que la colle s'est bien passée. Du coup, maintenant, on va enchaîner avec la correction. Donc, on va vous corriger les 40 QCM. Donc, on a essayé tous les 6 de s'enchaîner du coup sur la correction. On reste tout de même disponible dans l'espace commentaire sur YouTube, donc au niveau du live. Mais également, vous avez le lien dans le chat sur le Discord où vous pouvez nous rejoindre pour nous poser des questions pendant cette correction et on vous répondra du coup à l'oral. Donc, je vous souhaite une très bonne correction et je vous dis à plus tard. Tchuss! Alors, du coup, pour ce premier QCM, il y avait deux réponses vraies, c'était les réponses C et E. La A était fausse parce que le processus dégénératif de l'articulation, ça s'appelle l'arthrose. Et l'arthrose, elle va se caractériser par quoi? Par la formation d'ostéophytes, qui sont des petites excroissances osseuses, par un remodelage osseux négatif, donc avec une résorption osseuse plus importante que la formation osseuse, et également par une structure osseuse modifiée et par une hypertrophie de la synoviale. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'arthrose, c'est un processus dégénératif qui est assez physiologique, puisqu'en vieillissant, on a plus ou moins de l'arthrose, alors que l'ostéoporose, c'est une maladie qui va se caractériser par une diminution de la densité osseuse. Pour l'item B, c'était faux parce que le cartilage il possède une faible vascularisation et en fait votre cartilage il va se nourrir par imbibition du liquide synovial. Et c'est pour ça que quand on aura des fractures articulaires, et ben comme le cartilage est moins vascularisé, et ben la consolidation sera beaucoup plus lente. Pour l'item C, c'était vrai. Alors, juste petite nuance, on parle de tendons comme des ligaments actifs. En soi, les tendons, ils ne sont pas actifs en eux-mêmes, mais comme ils sont reliés à des muscles qui, eux, sont actifs, ils vont être vecteurs de cette force musculaire. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des ligaments actifs. Pour l'item D, c'était faux parce que les franges synoviales, c'est des expansions intra-articulaires que vous allez pouvoir appeler également plicae. Et des expansions extra-articulaires, ça sera par exemple les bourses séreuses. Et pour l'item E, c'était vrai. On dit qu'il est thixotropique parce qu'en fait, sa viscosité, elle va dépendre de plusieurs paramètres, dont le pH, le taux de cisaillement et de la température, par exemple. Bonjour à tous, je vais commencer par vous corriger le QCM 2. Donc pour l'item A, il était faux puisque les muscles striés sont sous le contrôle de la volonté. Ce sont bien les muscles lisses qui échappent et pas l'inverse. Pour l'item B, il était également faux puisque on avait échangé les mots sarcolème et sarcoplasme. Donc c'est bien au sein du sarcolème, qui est un peu comme une enveloppe, où vont se trouver les noyaux périphériques et le sarcoplasme. Ensuite, la C, elle était vraie. Un muscle a pour principale fonction la transformation d'une énergie chimique en énergie mécanique, qui est du coup votre contraction. Pour l'item D, il était faux, on avait échangé les lois. En fait, la loi d'approximation, c'est la plus simple. Vous avez un point A, un point B, donc une origine, une terminaison, et quand le muscle va se contracter, les deux vont se rapprocher. Pour ce qui est de la loi de détorsion, il faut que vous imaginiez un muscle légèrement torsadé. Donc, je pense qu'un des meilleurs exemples, ça va être le muscle sternocleidomastoïdien. Donc, il va s'insérer sur votre sternum et se terminer au niveau de la mastoïde derrière l'oreille. Et en fait, quand vous allez le contracter, donc par exemple tourner la tête, vous allez ramener l'origine et la terminaison exactement sur le même plan. Donc ça, c'est la loi de détorsion. Pour l'item E, il était vrai, puisque une lésion nerveuse peut bien être responsable d'une amyotrophie. Donc, on va enchaîner avec la correction du QCM 3. Les bonnes réponses étaient B, C, D et E. Donc, la A était fausse. Donc, la clavicule forme avec la scapula uniquement la ceinture du membre supérieur. Le humérus, lui, ne participera pas à la formation de cette ceinture. On le voit juste ici avec cette ceinture, voilà, formée par la clavicule et ensuite donc la scapula. Et on voit que l'humérus, lui, est excentré donc de cette formation. Ensuite, donc, la B était vraie. Donc, l'extrémité médiale, donc on va se placer ici, du bord dorsal est concave en arrière. Donc, effectivement, il est bien concave en arrière. Ensuite, pour la C, donc au niveau de la face caudale,
s'insèrent les ligaments trapézoïdes et conoïdes, c'est vrai également, donc là c'est une vue supérieure, mais si vous retournez votre clavicule, vous verrez au niveau donc de l'extrémité latérale la ligne trapézoïde ainsi que le tubercule conoïde où viennent s'insérer donc ces deux ligaments. Ensuite, donc pour la D, c'était vrai, les extrémités sternales et acromiales sont pourvues d'os spongieux. Donc en effet, la clavicule va avoir une cavité médulaire donc en son centre, et à ses extrémités, ces deux épiphyses, comme au niveau des os longs, seront formés donc d'os spongieux, et les fractures d'ailleurs voilà, sont plus fréquentes au niveau du tiers moyen de la diaphyse, donc juste ici. Ensuite, son ossification est membraneuse. Pour la E, c'était vrai également. Vous pouvez retrouver également une ossification membraneuse au niveau des os de la voûte du crâne. Et voilà, là, il faut faire attention. C'est un piège qui est assez récurrent. Voilà. Donc, on enchaîne avec le QCM4 et je vous dis à tout à l'heure. Pardon. Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Alors on va passer à la correction du QCM4. Comme vous pouvez le voir, la réponse était E. La A est fausse. Le troquin reçoit l'insertion du muscle subclavière. Il ne reçoit pas l'insertion du muscle subclavière, mais du muscle subscapulaire. Le troquin, c'est votre tubercule mineur, ici sur votre humérus. Votre tubercule majeur est à l'opposé, c'est le trochité, il est ici. Donc, sur ce troquin s'insère bien le muscle subscapulaire, muscle qui est sur la face ventrale de la scapula. Le muscle subclavière, qui n'est pas représenté ici, il s'insère en gros sur la face inférieure de la clavicule jusque sur la face supérieure de la première côte. Donc la A est fausse, la B est aussi fausse. Sur la face antéromédiale, la tubérosité deltoïdienne reçoit l'insertion du muscle deltoïde. Votre muscle deltoïde, c'est le muscle qui forme le relief de l'épaule et donc il est ici. Donc il s'insère sur la face antérolatérale. On rappelle que l'humérus a 3 faces postérieure, antéromédiane et antérolatérale. Donc c'est bien sur la face latérale. La C est fausse. L'un des rapports fondamentaux de l'humérus est son passage du nerf médian à la face postérieure. Ça n'est pas le nerf médian, mais c'est le nerf radial. Le nerf radial, on voit qu'il passe donc bien à la face dorsale de l'humérus, dans le sillon du nerf radial, qui est d'ailleurs en rapport avec le muscle triceps brachial. Le nerf médian, lui, il est plutôt sur la face médiale de l'humérus, avant de passer sur sa face ventrale au niveau du pli du coude. Donc là, C était fausse, la D est aussi fausse. Les saillies articulaires de l'épiphyse distale sont séparées par la zone capitato-trochléenne. Ça n'est pas capitato, mais c'est capitulo. Capitato fait donc référence au capitatum, qui est l'os du carpe, le gros os du carpe, ici. Le capitulum, il est plutôt ici, au niveau de l'épiphyse distale de votre humérus, et il s'articule avec le radius. Donc attention à ce piège qui est assez récurrent, ce n'est pas capitato, mais bien capitulo. Et la E est vraie, une fracture de l'extrémité distale menace les vaisseaux et nerfs du pli du coude. Donc on l'a vu tout à l'heure, au niveau du pli du coude passe le nerf radial et le nerf médian, mais aussi à la partie postérieure, en médiane, le nerf ulnaire en vert et l'artère ulnaire en rouge. Voilà, donc c'est tout pour la correction du QCM4. Passons maintenant à la correction du QCM5. Bonjour à tous, du coup aujourd'hui je vais commencer par vous corriger le QCM5. Donc ce QCM5 qui concernait Luna, il y avait 2 items qui étaient vrais, c'était les items A et D. Donc l'item A est bien vrai, la phase ventrale du processus coronoïde donne une insertion sur son versant médial au muscle brachial. Donc on vous l'a mis du coup ici un schéma. Donc ici ça c'est le muscle brachial et il s'insère bien au niveau du versant médial du processus coronoïde. Faites bien attention, petit rappel, on fait souvent des pièges entre les processus conoïdes, coracoïdes et coronoïdes. Bon ici c'était bien le processus coronoïde parce qu'on parlait de l'ulna. Ensuite, l'item B était faux parce que la diaphyse est nettement plus volumineuse en haut et non pas en bas. L'item C était faux parce que ce n'est pas sur le bord médial mais sur le bord latéral que s'attache en fait le ligament interosseux sur la crête osseuse que constitue ce bord latéral. Petit rappel, en position anatomique, l'ulna va être en position médiale, donc c'est bien à son bord latéral que va se situer le ligament interosseux, donc le ligament entre les deux os qui sont l'ulna et le radius. Ensuite, l'item D est vrai, la tête de l'ulna présente une surface articulaire avec 2 parties.
Donc d'une part, vous allez avoir une partie qui s'articule avec le radius et d'autre part une partie qui s'articule avec le disque articulaire du carpe. Et ensuite, le dernier item, l'item E, était faux parce qu'une fracture de l'ulna associée à une luxation de la tête radiale, c'est une fracture de Montedia. Une structure de Galea 10, ça va être une fracture de la diaphyse du radius, de la diaphyse radiale associée à une luxation de l'articulation radio-ulnaire distale. Donc voilà pour ce QCM 5, il y en avait donc 2 de vrais qui étaient les items A et D. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, on se retrouve pour donc, la correction du QCM 6. Ce QCM 6, eh bien, il portait, hop, je mets mon pointeur laser, il portait sur le SCOXAL, donc les réponses justes, les items justes étaient B, D et E. Alors l'item A était faux, on va s'orienter vers le schéma inférieur pour comprendre ça, parce que en fait notre ceinture pelvienne, eh bien, elle n'est pas formée seulement des os coxaux, vous le verrez pour ceux qui feront le petit bassin au deuxième semestre, mais cette ceinture pelvienne, bon, c'est dit dans votre cours aussi, elle est formée en fait par, en avant, elle va être fermée justement par ces os coxaux et la symphyse pubienne, mais en arrière, eh bien, on va retrouver 2 os qui sont le sacrum d'une part, et puis le coccyx d'autre part, qui viennent fermer justement cette ceinture, ce qu'on appelle le pelvis, le petit bassin, donc cette ceinture des membres pelviens. Ensuite, pour ce qui était de l'item B, il portait sur les lignes glutéales, donc là on va s'orienter vers le schéma supérieur de notre os coxal, vue endopelvienne. Donc on va sur la droite du schéma voir la partie antérieure, et sur la partie gauche du schéma, on trouve la partie postérieure de notre os. Et donc cette crête postérieure, ça va être celle-ci, cette ligne glutéale postérieure, c'est celle-ci. Et donc à ne pas confondre avec la crête iliaque qui est ici, zone d'insertion des muscles de l'abdomen. Donc cette ligne postérieure glutéale, on voit qu'elle est beaucoup plus verticale en fait, en effet, que la ligne antérieure et la ligne inférieure. Notre item B, donc c'est fait. Notre item C, il était faux, parce que là, on va s'orienter sur le schéma provenant d'une éther. Cette membrane obturatrice, donc qui vient fermer, mais de manière partielle, en fait, notre foramen obturé, qu'on trouve ici, on le retrouve là, elle le ferme partiellement, on le voit ici, tout simplement parce que ça permet en fait le passage d'artères, entre autres, ici l'artère obturatrice, qui vont s'occuper en fait de vasculariser cette région-là. Ensuite, notre item D, il était vrai, on l'a vu, c'est encore écrit là, si jamais. L'item D, il est donc vrai, puisqu'on revient sur ce schéma-là. On voit que là, on a notre grande échancrure, on a notre petite échancrure ici, et puis on a l'épine ischiatique ou épine sciatique entre les deux. Il faut bien comprendre que ischiatique, sciatique, ça se réfère tous les deux au niveau de l'ischium, et donc c'est exactement la même chose. Pour terminer ce QCM6, donc item E, cet item E, il portait sur l'articulation coxo-fémorale et l'union en fait, en effet, de notre acétabulum, c'est-à-dire la surface cotyloïde, la cavité cotyloïde, c'est exactement la même chose, donc au niveau de la surface semi-lunaire pour être plus précis, avec notre tête fémorale qui en effet constitue ce qu'on appelle une énarthrose, c'est-à-dire une classe de diarthrose, je vous rappelle, à 3 degrés de liberté. Voilà pour ce qui était du QCM 6, et je vais vous laisser donc pour la suite. À tout à l'heure. Concernant le QCM 7, c'est un item qui portait sur les vertèbres et où il y avait 2 items de vrai qui étaient les items C et E. Donc l'item A, était faux parce que l'extrémité des processus transverses des vertèbres cervicales, elle n'est pas unituberculée mais elle est bituberculée. Vous pouvez le voir ici sur la diapo, vous avez ici les 2 tubercules. Ensuite, l'item B était également faux parce que ce n'est pas sur le corps vertébral de la première vertèbre cervicale, mais sur celui de la deuxième, donc l'axis, que s'implante la dent de l'axis. Petit rappel, la dent de l'axis que vous pouvez également trouver sous le nom de processus odontoïde. Ensuite, l'item C est vrai. Chez l'adulte, la nutrition du disque intervertébral se fait uniquement par imbibition. Cette nutrition du disque intervertébral, elle va varier aux différents âges de la vie.
Donc, chez le fœtus, vous allez avoir une nutrition qui va se faire par des vaisseaux dorsaux et ventromédians. Chez le petit enfant, enfin le jeune enfant, ça va être en fait des petits vaisseaux qui proviennent du corps vertébral qui vont venir nourrir ce disque intervertébral. Et enfin, chez le sujet âgé, ce disque intervertébral, il va être déshydraté, il va donc s'altérer. Et c'est pour ça en fait que l'on peut observer une diminution de la taille chez les personnes âgées. Ensuite, l'item D est faux parce que le ligament longitudinal antérieur, il s'étend du tubercule pharyngien, donc ce tubercule pharyngien qui se situe au niveau de l'os occipital, jusqu'au coccyx et non pas jusqu'au sacrum. Ici, vous pouvez le voir, bon, vous ne voyez pas trop du coup l'extrémité supérieure, mais du coup, c'est au niveau du tubercule pharyngien et ça descend ici jusqu'au coccyx, contrairement au ligament longitudinal postérieur qui, lui, s'arrêtera au niveau du sacrum. Et enfin, le dernier item, l'item E, qui était bien vrai. Entre les processus épineux se trouve le ligament interépineux. Et ce ligament interépineux, c'est un ligament qui est élastique. Donc voilà pour ce QCM 7, où il y en avait donc deux de vrais, qui étaient les items C et E. Hop, rebonjour du coup, cette fois-ci pour le QCM 8 qui portait sur l'articulation du genou. Donc QCM qui comptait 3 réponses justes, B, C et D. Donc l'item A était en effet faux. Pourquoi? Tout simplement parce que cet item A, notre articulation fémoro-patellaire, c'est celle-ci. Donc la patella, le fémur, on la trouve ici aussi. Là, elle est masquée puisque la patella se trouve là, mais l'avantage c'est qu'on voit bien la crête de la patella, puisque tout simplement cette articulation fémoro-patellaire, eh bien, c'est ce qu'on appelle une trochlée, un gingline, donc entre une gorge de la trochlée et une crête verticale dans ce cas-là, le tout permettant un seul et unique degré de liberté. Donc ce seul et unique degré de liberté, on va le trouver ici, mais on va avoir 2 degrés de liberté ensuite qu'on peut trouver au niveau de l'articulation fémoro-tibiale. Donc cette fémorotibiale, elle est en fait formée d'une double condylienne, donc une condylienne latérale et une condylienne médiale, puisqu'on a 2 condyles fémoraux et 2 glaines en fait, qui, je le rappelle, sont séparées entre autres par le relief épineux donc de notre tibia. Et donc on a sur une bicondylienne 2 degrés de mouvement, 2 degrés de liberté, parce que c'est une articulation condylienne. Ensuite, pour ce qui était de l'item B, le B, il portait sur la tubérosité tibiale, qui était la zone d'insertion de notre ligament patellaire. Ce ligament patellaire, il va partir de l'apex de la patella, c'est ce qu'on trouve, c'est ce que là je suis en train de souligner avec mon pointeur. On le retrouve ici, le ligament patellaire, et il vient en effet s'insérer au niveau de cette tubérosité tibiale. C'est ce relief triangulaire qu'on voit bien là, qui vient séparer nos condyles tibiaux qui sont ici. Là, elle est très fortement marquée, cette tubérosité tibiale. Tubérosité antérieure du tibia aussi. Pour ce qui était de notre item C, il était vrai, les lésions méniscales sont en général accompagnées d'une lésion au niveau des ligaments croisés et plus précisément du ligament croisé antérieur. Donc on voit ici le LCA. Il faut savoir que ce ligament croisé antérieur, lorsqu'il se rompt, eh bien, on va avoir un mouvement caractéristique qui est ce qu'on appelle un mouvement de tiroir antérieur, c'est-à-dire que la jambe fléchit. Si on vient appliquer une force, on tire vers nous le tibia de l'individu, eh bien, ce tibia va suivre. Donc on va avoir ce tiroir antérieur, et ce mouvement de tiroir antérieur, il est caractéristique d'une lésion du ligament croisé antérieur, tout simplement parce qu'il n'y a plus rien qui vient, on le voit ici, si ici c'est rompu, eh bien, il n'y a rien qui vient le retenir en avant de notre tibia, donc il va suivre. De la même manière, sur le ligament croisé postérieur, eh bien, on va avoir un mouvement de tiroir postérieur, c'est-à-dire qu'en poussant le tibia, eh bien, le tibia va suivre le mouvement, alors que ce n'est pas possible sur un genou physiologique. Et puis, pour ce qui était de l'item D, les 2 ligaments croisés sont en effet bifasciculés. Pour rappel, le ligament croisé antérieur, il va être formé d'un ligament antéro-médial et d'un ligament antéro-postérieur. Pour ce qui était du ligament croisé postérieur, alors il ne me semble pas qu'il soit précisé ces faisceaux dans votre cours. Il faut juste se souvenir que ce ligament croisé postérieur, il va être accompagné d'un ligament de Humphrey et d'un ligament de Brisgane. Et puis, pour ce qui était de l'item E, il était faux cet item E parce que tout simplement, notre ligament collatéral tibial, c'est le collatéral médial. Il faut se souvenir que le collatéral tibial va aller, comme son nom l'indique, s'insérer sur le tibia,
Or, le tibia, c'est l'os le plus médial de la jambe, et donc il va venir logiquement rejoindre notre épicondyle médial du fémur, donc de la cuisse. Voilà, j'espère avoir été clair, et puis je vous retrouve tout à l'heure pour un autre QCM. Alors, pour le QCM 9, il y en avait deux, c'était la A et la D. La A était vraie parce que 1, ça correspondait bien à l'épiderme, qui est la couche la plus superficielle de votre peau, qui est composée de cellules kératinisées. Et cet épiderme est très important parce qu'il forme en fait une véritable barrière entre les agressions de l'environnement et votre organisme. Pour l'item B, 2, ça ne correspondait pas à la toile sous-cutanée, mais au derme, qu'on peut appeler également chorion. Et dans ce derme, on va retrouver tous les récepteurs de la sensibilité extéroceptive qui vont permettre de capter la douleur, la chaleur, le froid, enfin voilà. Pour l'item C, c'était faux. 3, ça correspondait à la toile sous-cutanée. Et la toile sous-cutanée, c'est ce qu'on appelle plus communément l'hypoderme, qui est divisé en deux parties par le fascia superficialis, avec au-dessus du fascia superficialis le panicule adipeux, qui est un tissu graisseux, et le tissu celluleux sous-cutané, dans lequel on va avoir des rameaux vasculaires et nerveux. Pour l'item D, c'était vrai. 4, ça correspondait bien au tissu celluleux sous-cutané, donc c'est ce qu'on vient de dire, qui est la partie la plus profonde de l'hypoderme. Et 5, ça correspondait au fascia profond, qu'il ne faut pas confondre avec le fascia superficialis. Ils sont séparés les deux par le tissu celluleux sous-cutané. Ben voilà pour le QCM numéro 10. Donc pour l'item A, il était vrai. Le 6, c'était bien les papilles dermiques que vous avez ici et ici. Le 7, alors on vous avait préparé un QCM un peu comme va faire le professeur Sylvaine Durand-Fournier. En fait, vous allez avoir plutôt la définition du numéro qui vous est désigné dans la légende que directement ce que ça va être. Donc là, par exemple, vous aviez filament constitué de cellules kératinisées. Il faut que vous sachiez que c'est la définition du poil et donc que 7 était bien le poil. Du coup, l'item était vrai. Pour l'item C, il était également vrai puisque 8, c'est bien la gaine du poil. On avait refait la même chose du coup qu'avec l'item 7. On vous avait dit que 9 correspondait à la partie cachée du poil qui est du coup la racine, donc l'item était bien vrai. Et enfin, le dernier item, il était faux parce que on vous parlait de glande sudoripare alors que c'était une glande sébacée. La différence, c'est que les glandes sébacées, elles vont lubrifier le poil, alors que les glandes sudoripares, qu'elles soient excrines ou apocrines, elles vont plutôt servir à la transpiration. Pardon. Donc pour le QCM 11, les bonnes réponses étaient A, B, C et E. Donc la A, c'est bien vrai, elle correspond donc au muscle arrecteur du poil, donc, que l'on voit juste ici. Et voilà, c'est le phénomène de chair de poule quand vous allez avoir soit peur, soit froid. Vos poils s'hérissent grâce à ce petit muscle arrecteur. Ensuite, la B était vraie également, donc 12 correspond à une glande sudoripare. La C était vraie, donc 13 correspond au port, cette fois-ci, sudoripare. Ensuite, donc la D était fausse. 14 ne correspond pas à un nerf moteur, mais à un nerf sensitif. Et ensuite, donc, la E était vraie également. 15 est responsable du tact et 15, c'est ce que l'on voit juste ici, ce sont les disques de Merkel, donc qui apportent voilà, une sensibilité tactile. Et pour faire le lien avec la neuro, c'est la sensibilité voilà, épicritique qui sera captée au niveau de ces disques de Merkel. Voilà. Pour le QCM 12, les réponses étaient A, C, D, E, comme vous pouvez le voir. Donc la A était vraie, la B était fausse parce qu'on avait mis Golgi à la place de Meissner. La C, D, E était vraie. Donc en gros, Meissner, c'est pour le tact. Le corpuscule de Merkel est aussi pour le tact. Le corpuscule de Creuse est pour le froid, Ruffini pour la chaleur, Passini pour la pression et Golgi aussi pour la pression. Donc, c'est un peu compliqué à retenir, mais si je peux vous donner quelques techniques. Moi, je fonctionnais beaucoup avec les lettres. Donc là, par exemple, on voit que Creuse,
et froid, il y a le R qui est en deuxième position. Donc déjà, je savais que creuse, c'était froid. Refini pour chaleur, je savais que creuse et refini allaient ensemble. Creuse, c'était froid, donc refini, c'était chaleur. Et autre méthode, refini commence par un R, mais chaleur finit par un R. Ça m'aidait. Passini et pression, ça commence par un P. Et dans votre schéma, vous avez Passini et Golgi qui sont vraiment à la même hauteur. Donc je savais que Golgi, c'était aussi la pression. Et pour Merkel et Messner, je me disais qu'ils commençaient tous les deux par M et du coup, c'était tous les deux pour le tact. Là, j'avoue que j'ai pas trop de mots techniques. Mais voilà, du coup, correction du 13 maintenant. C'était très long. Alors, pour ce QCM 13, il y en avait 3 de vrais, c'était les réponses B, C et D. Pour l'item A, c'était faux parce que le phylum terminalis finit à la face postérieure du coccyx. Et petit rappel, le phylum terminalis, c'est un prolongement de la moelle épinière qui, elle, se termine au niveau de la deuxième vertèbre lombaire. L'item B était vrai, le renflement cervical, il comprend les 5 derniers mélomères cervicaux, donc C4, C5, C6, C7, C8, et le premier mélomère thoracique. Pour l'item C, c'était vrai, petit rappel, le canal de l'épendyle, il centre la substance grise et c'est de là que va sortir le liquide cérébro-spinal. Pour l'item D, c'était vrai, les racines spinales se détachent des faces latérales, et donc là vous aurez vos racines postérolatérales qui seront vectrices de la sensibilité, et vos racines antérolatérales qui seront responsables de la motricité. Et pour l'item E, c'était faux parce que c'est la pie-mère qui est au contact du tissu nerveux, là je vous l'ai dessiné en rouge. Et la dure-mère, en fait, elle va constituer un étui qui va se terminer en cul-de-sac au niveau de S2. Et dans cet étui, vous aurez la moelle épinière et vos autres méninges. Et ça, c'est ce qu'on appelle le cavum subarachnoïdien. Donc je vous rappelle, le cavum subarachnoïdien, on a les autres méninges, donc l'arachnoïde et la pie-mère qui est au contact du tissu nerveux, et le liquide cérébrospinal qui est à l'intérieur du cavum et votre moelle épinière. Donc pour le QCM 14, il concernait le diencéphale. Pour l'item A, il était vrai puisque le diencéphale est bien presque entièrement caché à la vue. Ensuite, le B, il était faux par contre parce que ce n'était pas le thalamus mais l'épithalamus qui est relié à la glande pinéale. En fait, le thalamus, il va être ici et la glande pinéale, c'est ce que vous avez là. Vous pouvez aussi voir le corps pinèle au niveau de la vue dorsale du tronc cérébral. La C était également fausse puisque l'hypothalamus présente le relief des corps mammillaires et non géniculés. Les corps mammillaires, ils se retrouvent ici, c'est sur la vue ventrale du tronc cérébral, au niveau du mésencéphale. La D était fausse puisque du coup on avait échangé entre les corps mammillaires et les corps géniculés. Donc le méthalamus, il est bien constitué par les corps géniculés qui sont sur la vue postérieure du tronc cérébral et pas les corps mammillaires. La E était par contre vraie puisque les plexus choroïdes se trouvent au niveau du troisième ventricule. Les plexus choroïdes, c'est eux qui vont emmener sécréter le liquide céphalorachidien dans le troisième ventricule. Le liquide va ensuite passer par l'aqueduc du mésencéphale jusqu'au quatrième ventricule et de là va se disperser dans toute la moelle et le cerveau. Voilà. Donc pour la 15, les bonnes réponses étaient A et D. Donc la A était bien vraie. La surface du télencéphale est très largement augmentée grâce à de très nombreux sillons. Donc ce sont tous ces petits sillons que l'on voit juste ici. C'est comme si vous preniez, que vous gonfliez un ballon. Votre ballon il aurait une surface, donc ça ce serait le cerveau sans sillon. Et maintenant, si pour le même volume de ballon, vous vous amusiez à rentrer, bon je sais que c'est pas possible, mais si vous vous amusez à rentrer des invaginations à l'intérieur du ballon, en fait, on va garder le même volume, mais on va considérablement augmenter la surface, et c'est ce qui se passe au niveau du télencéphale. Ensuite, pour la B, elle était fausse, donc le sillon central de Rolando
ne sépare pas donc les deux lobes pariétaux, mais sépare le lobe frontal du lobe pariétal. Donc le sillon central de Rolando, c'est celui que l'on voit donc juste ici, qui est situé entre le gyrus précentral et le gyrus postcentral, et il va venir séparer le lobe frontal qui sera en avant du sillon central de Rolando, du lobe pariétal qui sera en arrière, donc du coup, du sillon central de Rolando. Ensuite, en bas, là, ici, vous voyez le sillon latéral donc, de Sylvius, qui lui va venir former une petite démarcation entre les lobes pariétaux, entre le lobe fronto-pariétal plutôt, enfin la réunification des deux, et le lobe temporal qui sera donc au-dessous du sillon donc, latéral de Sylvius. Ensuite, les deux hémisphères cérébraux sont réunis donc par des ponts de substances blanches appelées commissures non pas intra mais interhémisphériques. Ces commissures interhémisphériques, on vous en a mis une juste ici, qui est le fornix. Vous avez également la commissure blanche antérieure, mais qui n'est pas représentée sur ce schéma, pardon, et le corps calleux, qui est donc cet amas là, de substances blanches que vous voyez juste ici. Donc par exemple, le corps calleux, là c'est qu'à titre indicatif, mais le corps calleux c'est celui qui va synchroniser par exemple votre activité intellectuelle, votre travail intellectuel entre vos deux hémisphères. Et donc c'est des fibres de substances blanches qui vont coordonner les aires intellectuelles et qui vont donc passer dans ce corps calleux pour que vos deux hémisphères fonctionnent de manière synchronisée. Voilà. Ensuite, donc, la D était vraie, donc ce sont des fibres de myéline qui donnent sa couleur à la substance blanche. Donc moi, j'avais retenu que la myéline était blanche et que du coup, la substance blanche est myélinisée. Et à contrario, la substance grise, elle, sera démyélinisée puisqu'elle est grise et qu'elle n'est pas de couleur blanche. Ensuite, la E était fausse. Donc le télencéphale possède un unique ventricule, le ventricule médian, c'était faux. Il possède deux ventricules que l'on appelle donc les ventricules latéraux. Donc on vous en a représenté un juste ici, donc le ventricule latéral. Mais en fait, donc ça ce serait le ventricule latéral gauche. Mais en fait, il y en a deux et ils vont chacun avoir la forme, une forme de fer à cheval. Donc de fer à cheval, alors je vais essayer de vous la dessiner. Hop, pardon. Stylo, voilà. De fer à cheval comme ça. Donc ils ont des formes de fer à cheval comme ça. Et en fait, ils vont former deux fers à cheval qui seront réunis à l'avant avec le troisième ventricule à ce niveau-là, juste ici. Là, vous voyez le foramen interventriculaire et du coup, en avant, ils vont venir communiquer avec votre troisième ventricule. Voilà. Pour la 16, les réponses étaient CE. La A était fausse, la racine antérieure porte systématiquement un renflement, le ganglion spinal c'est faux, c'est la racine dorsale et non pas ventrale. La B était fausse, le ganglion spinal renferme un groupement extranévraxique de corps cellulaires de neurones moteurs. C'est pas des neurones moteurs mais des neurones sensitifs puisque c'est dans la racine dorsale. La C était vraie, les racines s'unissent avant le foramen intervertébral. Donc le foramen intervertébral, c'est ce que vous avez ici, dessiné en rose et en gros, si on prend vos deux vertèbres, là, mes mains, c'est le corps vertébral et mes pouces, on va dire que c'est les pédicules. Et en gros, donc, vos deux corps vertébraux sont séparés par le disque et donc forcément, vos deux pédicules ne se collent pas. Et en gros, vous avez le foramen intervertébral qui est l'espace entre les deux pédicules. La D était fausse, les rameaux dorsaux n'apportent pas qu'une innervation sensitive puisqu'ils apportent une innervation motrice, sensitive et végétative, et ça on dit qu'ils sont complets. C'est pareil pour les rameaux antérieurs. Et la E était vraie, les rameaux antérieurs échangent des anastomoses avec les rameaux ventraux sus et sous-jacents, et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils forment des plexus. Et donc maintenant, je vous laisse avec la correction du 17. Alors pour ce QCM 17, il y en avait 3 de vrais, c'était les réponses B, C et E. L'item A était faux parce que le nerf spinal et ses branches sont un groupement de fibres nerveuses extranévraxiques. Au début de votre poly, on vous dit que le névrax, qu'on appelle également le système nerveux central, il est composé de votre moelle épinière et de votre encéphale. Du coup, vos nerfs spinaux, eux, ils feront partie du système nerveux périphérique. Pour l'item B, c'était vrai, l'endonèvre entoure chaque fibre nerveuse. Donc vous avez votre axone entouré de gaines de myéline qui sont très importantes pour la conduction du système nerveux, de l'influx nerveux. Et vous avez du coup votre endonèvre qui est un tissu conjonctif qui va envelopper votre fibre nerveuse.
Pour l'item C, c'était vrai, les fibres nerveuses se regroupent en faisceaux entourés par le périnèvre. Donc là, vous avez votre ensemble de fibres nerveuses et votre périnèvre qui entoure cet ensemble, qu'on appelle également un faisceau, et ça sera en fait votre tissu intermédiaire. Et enfin, du coup, l'item D était faux parce que c'était pas le périnèvre, qui est donc du coup le tissu intermédiaire, mais l'épinèvre qui est la couche la plus extérieure. Et donc, toute cette enveloppe va former au final le nerf à proprement parler. Et pour l'item E, c'était vrai. Pour revenir sur les trois termes, la collatérale, anastomotique et terminale, on peut prendre l'exemple du nerf sciatique, qui est le plus long nerf du corps humain et qui va être responsable de l'innervation de la loge postérieure de la cuisse. Et donc, il va y mettre différentes branches collatérales pour l'innervation des muscles de la loge postérieure de la cuisse, comme le muscle biceps fémoral. Mais en soi, le tronc nerveux, enfin le nerf sciatique, il existe toujours. Et enfin, le nerf sciatique, il va se diviser en deux branches, le nerf fibulaire commun et le nerf radial. Et donc, du coup, ces deux branches, elles sont dites terminales parce que en dessous, au niveau de la jambe, le nerf sciatique n'existe plus car il s'est divisé en deux branches terminales. Et pour le terme anastomotique, ben, c'est des connexions en fait entre deux nerfs différents. Et du coup, vous retrouverez avec SDF cette systématisation au niveau des artères. Donc pour le QCM 18, il concernait les nerfs crâniens. Pour l'item A, le nerf accessoire numéro 11 possède une racine médulaire. C'est vrai, puisque vous la voyez ici, cette racine, elle vient du coup de la moelle épinière en extracrânien. Donc elle va monter dans le crâne par le foramen magnum et va rejoindre le nerf numéro 11 qui lui vient du bulbe. Et tous les deux vont sortir par le foramen jugulaire ensuite. Cette racine médulaire, c'est une particularité au nerf accessoire. Ensuite, l'item B, il était vrai, les nerfs 7 et 8 sont groupés en pédicule acoustico-faciale. Pour l'item C, il était par contre faux, puisque le trajet extracrânien, il varie pour chaque nerf. Une fois que les nerfs sont sortis du crâne, chacun va diverger pour aller innerver la partie du corps qui lui est attribuée. Donc ils vont pas du tout avoir le même trajet. L'item D était par contre vrai. Dans le tronc cérébral, la substance grise occupe une position dorsale. Alors, ici vous avez une coupe de la moelle, donc vous voyez là, ce qui est découpé en vert, ça va être la substance grise, et là, c'est les cordons dorsaux de substance blanche. Quand vous allez aller dans le tronc cérébral, ces cordons dorsaux, ils vont disparaître, ce qui fait que ça va laisser à nu toute cette partie de substance grise qui va donc être en position dorsale. Pour l'item E, il était vrai, puisque toutes les branches collatérales naissent de la portion extracrânienne des nerfs. C'est-à-dire qu'une fois que vos nerfs sont sortis du crâne, ils vont se diviser, laisser des branches collatérales qui vont innerver telle ou telle partie du corps. Cette division, elle ne se fait que lorsque le nerf est sorti du crâne. Donc voilà, d'où le fait que l'item E est... Donc pour le QCM 19, les bonnes réponses étaient A, B, C et D. Donc là, A était bien vrai, le nerf oculomoteur est un nerf somatomoteur, donc il va innerver quasiment tous les muscles donc, de l'œil. Et il y aura deux muscles qui ne seront pas innervés par le 3, donc, qui sont innervés par deux autres nerfs crâniens qui sont également oculomoteurs. Donc on va avoir le 4 qui est juste en dessous, donc le pathétique, qui lui, ou le trochléaire, pardon, va innerver le muscle oblique supérieur de l'œil. Donc c'est celui qui me permet de faire un regard justement qui est dit pathétique, c'est-à-dire un regard vers le bas, comme quand on est pathétique. Et le droit latéral, donc qui est innervé par l'abducens, donc le 6, qui lui nous permet de regarder totalement latéralement, donc qui porte mon œil latéralement par le droit latéral. Sinon tous les autres muscles sont innervés donc par le 3. Ensuite, le trijumeau a une double innervation, branchiomotrice et extéroceptive. Donc branchiomotrice pour des muscles qui dérivent donc de l'appareil branchial et notamment le muscle masséter. Par exemple, quand on teste l'hypercrânienne d'un patient pour tester le 5,
on mettra nos mains sur son masséter et on lui demandera de mâcher. Donc on sentira le masséter qui se contracte au-dessous et donc que le 5 fonctionne. Et pour sa sensibilité extéroceptive, ça va être celle de la face, donc on va lui toucher la face comme ça pour voir s'il sent nos doigts avec sa sensibilité du coup extéroceptive au niveau de la face. Ensuite, l'accessoire, le 11, est un nerf moteur pur, donc nerf du sternocléidomastoïdien et du trapèze. Donc là, pareil, il nous permet de faire la céphalogyrie, donc de tourner la tête. Et pour tester ce muscle en clinique, on met les mains sur les épaules du patient et on va lui demander d'hausser les épaules comme ça pour voir si le trapèze et le sternocléidomastoïdien, donc en faisant des rotations de la tête, fonctionnent correctement. Ensuite, donc, la D est vraie, donc le 8 est le seul nerf crânien purement sensitif, donc c'est le vestibulo-cochléaire. Il apporte une information auditive, donc sur ce qu'on entend, mais également donc, sur l'équilibre par le biais du vestibule, donc c'est celui qui nous permet voilà, de savoir notre position dans l'espace, comment notre corps est orienté, etc. Et ensuite, le E était faux, donc le prolongement de la tête de la corne dorsale forme non pas la colonne proprioceptive, mais la colonne extéroceptive. Pour former une colonne proprioceptive au niveau du tronc cérébral, il faudrait donc que l'on ait un prolongement de l'isthme de la corne dorsale de la moelle. Donc, prolongement de l'isthme, proprioception, prolongement de la tête de la corne dorsale, extéroceptivité. Comme un prolongement de la base de la corne ventrale formera la viscéromotricité et le prolongement donc de la tête, de l'apex de la corne ventrale formera la somato. Bon, et là, il y a une colonne surajoutée, la branchiomotricité. Voilà. Pour le QCM20, les réponses étaient ACE. La A était vraie, tout viscère a bien une innervation à la fois du sympathique et du parasympathique. Pour la B, c'était faux. L'hypophyse est le centre principal du système végétatif. Ça n'est pas l'hypophyse, mais c'est l'hypothalamus. L'hypothalamus que vous avez ici en violet. Et l'hypophyse communique bien avec l'hypothalamus, mais c'est en dessous. C'est la glande pituitaire que j'entoure ici. La C était vraie, les centres primaires sympathiques se trouvent bien dans la base de la corne ventrale, puisque la base de la corne ventrale, ce sont les centres viscéromoteurs. Dans tous les cas, on sait que c'est dans la corne ventrale, ça ne peut pas être dans la tête, puisque pour la tête, c'est somatomoteur. Donc, ce n'est pas le système nerveux autonome. La D était fausse, le système sympathique s'étend sur toute la longueur de la moelle. Non, il s'étend du 8e myélomère cervical, qu'on a donc ici, au 2e myélomère lombaire, ici. La E était vraie. Les rameaux communicants blancs sont composés de fibres myéliniques et en soi c'est logique puisque quand c'est blanc, ça veut dire qu'il y a de la myéline. Voilà, du coup, place au QCM 21. Bien du coup, QCM 21, QCM qui était probablement un peu dur pour tout le monde, c'est toujours le cas sur les systèmes sympathiques et parasympathiques. Donc ce QCM il portait sur ça, je viens de le dire. Donc les réponses vraies c'était A et D. Donc la A est vraie, en effet, on va avoir des fibres qui vont accompagner le trajet, qui vont suivre le trajet en fait de notre 10e nerf crânien. Pour rappel, 10e nerf crânien, c'est le vague, c'est aussi, comme ici, le pneumogastrique. Donc ces fibres nerveuses vont ensuite se distribuer par le biais de branches collatérales qui vont rejoindre notre chaîne préviscérale. La chaîne préviscérale, c'est exactement la même chose que la chaîne prévertébrale. En revanche, et c'était le piège de l'item B, il ne faut pas confondre la chaîne préviscérale de la chaîne latérovertébrale. Prévertébrale, latérovertébrale, c'est pas la même chose. Tout simplement, en effet, nos deux systèmes, le sympathique et le parasympathique, vont se rejoindre, mais ne vont pas se rejoindre au niveau de la chaîne latérovertébrale, mais bel et bien au niveau de la chaîne préviscérale ou prévertébrale. L'item C était faux lui aussi. Cet item C, il portait sur les nerfs érecteurs. Alors, petit moyen mnémotechnique que va probablement vous donner le professeur Durand-Fontagnier, c'est que l'éjaculation, c'est sympathique, et donc, de ce fait que l'érection est parasympathique. Donc, l'éjaculation, c'est sympathique. Éjaculer, c'est sympathique. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Elle vous le donnera probablement. Donc, si on retient ça, ça veut dire que les nerfs érecteurs, ça sera non pas le système sympathique, ce ne seront pas des fibres sympathiques, mais des fibres parasympathiques, tandis que l'éjaculation sera le système sympathique ou orthosympathique, c'est exactement la même chose, encore une fois. Pour ce qui était de l'item D, il était vrai, cet item D, les nerfs viscéraux vont en effet aller rejoindre les viscères,
et ils vont toujours se placer auprès des vaisseaux qui vont se charger de leur irrigation, de leur vascularisation. Et puis pour ce qui était de l'item E, cet item E, il portait bien sur les barorécepteurs et chémorécepteurs. Donc justement, ce n'étaient pas des barorécepteurs, mais des chémorécepteurs ou chémorécepteurs. J'ai tendance à dire chémo, mais je ne suis pas sûr de la prononciation. Donc ces chémorécepteurs vont être sensibles à tout ce qui est teneur du sang en oxygène et en gaz carbonique, c'est-à-dire en des molécules chimiques. La chimie. Et puis de l'autre côté, on a un peu plus de physique. Barorécepteur, ça vous fait penser à des barres. Du coup, c'est en effet des variations de pression dans une cavité ou dans la lumière d'un vaisseau. Donc c'est tout ça. Bon, là, juste petit schéma qui est important, c'est le rappel qu'on va avoir un système sympathique ou orthosympathique qui est métamérique, donc avec une segmentation qui est très très bien expliquée ici. On voit avec les différents segments. Et puis, de l'autre côté, en parasympathique, on a un segment long, une formation longitudinale avec une origine crânienne et une origine sacrée. Voilà, je vous retrouve dans un autre QCM plus tard. Pour le QCM 22, les réponses étaient BD. La A est fausse. Les cellules neurosensorielles se groupent pour former les bourgeons du goût. Ce ne sont pas les cellules neurosensorielles, mais les cellules pseudosensorielles. Les cellules neurosensorielles, on ne les retrouve que dans le cas de l'olfaction. On rappelle que les cellules neurosensorielles, c'est à la fois le neurone et à la fois l'élément sensoriel. Et ça, c'est pas du tout le cas de la gustation. La B est vraie. Les récepteurs de l'organe du goût sont des chémorécepteurs. Donc un chémorécepteur, c'est un récepteur qui va réagir au contact d'une substance chimique. Donc pour l'olfaction, ça va être des molécules odorantes. Pour la gustation, des corps sapides. C'est à distinguer et à différencier du télorécepteur qui lui va être stimulé à distance. C'est le cas pour la vision avec un influx lumineux et pour l'audition avec les ondes sonores. La C est fausse. Les bourgeons gustatifs sont situés dans la muqueuse qui tapisse uniquement la langue. Alors non, ils ne sont pas situés dans la muqueuse qui ne tapisse que la langue, mais aussi dans la muqueuse qui tapisse le voile du palais et la paroi postérieure de la partie orale du pharynx. La D est vraie, les voies sensorielles des 2/3 entaires de la langue empruntent entre autres le trajet du nerf lingual, c'est ce qu'on voit ici, 2/3 entaires de la langue avec le trajet du nerf lingual. La E est fausse. Pour le tiers postérieur de la langue, les deutoneurones se projettent sur les aires corticales gustatives. Alors ce ne sont pas les deutoneurones, mais bien les troisièmes neurones. On voit que le deutoneurone, il va jusqu'au thalamus, donc il part du bulbe, du tronc cérébral, jusqu'au thalamus, et le troisième neurone va du thalamus jusqu'à l'aire gustative. Donc c'était le troisième neurone. C'est tout pour la correction du QCM2, je vous laisse avec la correction du QCM23. Alors, concernant le QCM 23, c'était un QCM qui était sur les voies ascendantes de la sensibilité et où il y en avait deux de vrais, c'était les items B et C. Donc l'item A était faux parce que les voies de la sensibilité proprioceptive, elles ne comprennent pas uniquement des voies inconscientes, mais elles comprennent également des voies qui sont conscientes. Les voies qui sont seulement inconscientes, ce sont les voies de la sensibilité interoceptive. Ensuite, l'item B est vrai. Dans les voies de la sensibilité extéroceptive, le protoneurone s'articule dans la tête de la corne dorsale de la moelle. Donc, voie extéroceptive, ici, vous pouvez le voir, c'est en bleu. Et vous avez donc la première synapse ici entre le proto et le deutoneurone qui se fait au niveau de la tête de la corne dorsale de la moelle. Ensuite, l'item C est vrai. Dans les voies de la sensibilité extéroceptive, le deutoneurone est entièrement intranévraxique. Donc toujours en bleu ici, la sensibilité extéroceptive, donc le deutoneurone. Donc il commence ici au niveau de la corne dorsale, de la tête de la corne dorsale de la moelle. Il croise la ligne médiane. Il croise la ligne médiane et hop, il va venir ici s'articuler avec le troisième neurone au niveau du thalamus. Ensuite, l'item D, il est faux parce que dans les voies proprioceptives, le protoneurone, il fait son premier relais dans les noyaux du bulbe. Donc ici, proprioceptive, donc là oui, petit rappel, on vous parle de la proprioceptive consciente. Donc cette voie proprioceptive consciente, c'est celle qui est en rouge
sur le schéma. Donc vous voyez bien que les relais ici se font au niveau des noyaux qui sont les noyaux graciles et cunéiformes. Faites bien attention, dans les voies de la proprioceptive, les voies proprioceptives inconscientes, le relais se fait au niveau du col de la corne dorsale de la moelle. Et enfin, le dernier item, l'item E était faux. Les voies de la sensibilité interoceptive, elles ne passent pas par le cervelet. Celles qui passent par le cervelet, c'est au niveau de la sensibilité proprioceptive inconsciente, comme vous pouvez le voir ici en jaune. Voilà, on va avoir des relais ici au niveau du cervelet. Voilà pour ce QCM 23, où les items vrais étaient donc les items B et C. Hop, du coup, QCM 24, A et C étaient les bonnes réponses. Donc A et C, pourquoi la A tout d'abord? Eh bien la A, on va tout de suite le comprendre avec ce schéma. Alors en fait, on voit bien qu'on a différentes voies d'association et on voit qu'en effet, on va avoir une association de différents segments de la moelle. Alors il faut comprendre que ça, par exemple, c'est 3 myélomères différents. Et bien en effet, on va avoir un lien entre ces 3 myélomères. Dans votre cours, il est dit justement, ces voies d'association de la moelle, elles permettent d'associer 3, 4, 5 myélomères par exemple. Alors on a 3 types de voies d'association au niveau médulaire. Je rappelle, on a des voies qui vont croiser directement au sein du même myélomère. On a des voies qui vont rester du même côté mais unir des myélomères, mais toujours du même côté de la moelle. Et on a des voies qui vont unir différents myélomères en croisant cette fois-ci notre ligne médiane. L'item B, cet item B, il portait au niveau médulaire toujours, mais cette fois-ci, eh bien, il faut comprendre que nos voies d'association, et on le voit bien ici, elles ne sont pas périphériques, mais elles sont au centre de la moelle. Pourquoi? Parce que eh bien, la substance grise se trouve au centre, elles unissent la substance grise, mais aussi surtout parce que eh bien, on a les grandes voies de conduction, les voies ascendantes, les voies descendantes, qui sont volumineuses, qui prennent beaucoup de place et qui refoulent justement ces voies d'association au niveau médulaire vers le centre de la moelle et donc vers la substance grise. Pour ce qui est ensuite eh bien, de notre item C, l'item C il était vrai, puisque eh bien, de la même manière qu'au niveau de la moelle, nos voies d'association elles permettent l'association justement des différentes zones de substance grise. Et bien dans le tronc, ça va être exactement la même chose, ce qui fait que on va unir au niveau du tronc les noyaux gris, puisque je rappelle, on n'a plus cette formation en aile de papillon, mais on se trouve toujours avec ces noyaux gris, ces noyaux de substance grise. Eh bien, les voies d'association au niveau du tronc vont permettre leur union et de cette manière, eh bien, on va avoir un travail en synergie à cet endroit-là. Pour ce qui était de l'item D, il était faux, puisque eh bien, ce schéma nous montre pourquoi. Parce qu'on on a des fibres intra-hémisphériques, c'est par exemple le cingulum. Ce cingulum, il se trouve dans le cerveau, et il va permettre, entre autres, la communication, l'association, et donc le travail en synergie eh bien, de notre lobe temporal avec le lobe frontal, et avec d'autres lobes, entre autres, mais c'est un exemple. Et puis, pour terminer, on avait l'item E. Cet item E, eh bien, il était faux lui aussi, parce que ce n'est pas dans la moelle épinière, mais c'est dans le tronc cérébral. Alors, ce qu'on appelle donc le faisceau longitudinal médial, c'est un faisceau qui est extrêmement important, puisque c'est un faisceau qui, encore une fois, a un rôle eh bien, de travail en synergie entre différentes zones, et qui, à cet endroit-là, permet, entre autres, eh bien, de relier les nerfs crâniens, et de cette manière, eh bien, d'avoir une synergie entre le mouvement des yeux et le mouvement de la tête, qui permet du coup de combiner, par exemple avec une rotation de la tête, eh bien, un mouvement des yeux. Voilà pour ce qui était de ce QCM 24, et ben, je vais vous retrouver tout à l'heure avec du coup l'USDF. À tout à l'heure. Alors, le QCM 25, c'était un QCM qui portait sur les voies sensorielles. Il y avait 4 items de vrai. C'était les items B, C, D et E. Alors, l'item A, c'est le seul qui était faux. Du coup, ce qui était faux, c'est que dans les voies visuelles, le protoneurone et le deutéroneurone, ils ne font pas synapse au niveau du chiasma optique, mais au niveau de la rétine. Souvenez-vous, le protoneurone au niveau des voies visuelles, il est entièrement situé dans l'épaisseur de la rétine. C'est donc à ce niveau-là que se fait la synapse avec le deutéroneurone. Et ensuite, le chiasma optique, c'est le lieu de l'entrecroisement des axones des deutéroneurones.
Ensuite, l'item B était vrai. Dans les voies visuelles, le troisième neurone se termine dans l'écorce du lobe occipital. Donc là, il n'y avait pas de piège, il y avait bien les 3 neurones pour les voies visuelles et le troisième neurone qui se termine donc au niveau du lobe occipital. Là, tout allait bien. Ensuite, l'item C, il est également vrai. Dans les voies de l'audition, le protoneurone s'étend de la cochlée au noyau cochléaire du tronc cérébral en empruntant le nerf cochléaire. Donc ici, la cochlée, le protoneurone, tac tac tac, qui chemine dans le nerf vestibulo-cochléaire, qui est donc la 8e paire de nerfs crâniens, et oups, j'ai perdu ma souris, voilà, qui se termine ici au niveau des noyaux cochléaires du tronc cérébral. Ensuite, l'item D est vrai. Dans les voies de l'audition, le troisième neurone, il part du mésencéphale pour atteindre le métathalamus. Donc, au niveau des voies cochléaires, on peut du coup reprendre ce schéma-là. Donc la liaison, enfin la synapse entre le deuxième et le troisième neurone, elle se fait ici au niveau du colliculus inférieur qui est situé sur le tectum du mésencéphale. Ensuite, dans le troisième neurone, qui va atteindre le corps géniculé médial, ce corps géniculé médial qui appartient au métathalamus, donc à la partie postérieure du diencéphale, qu'on appelle également le cerveau intermédiaire. Et c'est donc au niveau du métathalamus, donc au niveau du corps géniculé médial, que se fait la synapse entre le troisième et le quatrième neurone. Et enfin, le dernier item, l'item E était vrai. Dans les voies de l'olfaction, la synapse entre les deux neurones, elle se situe bien dans le bulbe olfactif. Voilà pour ce QCM où donc il y en avait 4 de vrais, qui étaient les items B, C, D et E. Alors, au niveau de ce QCM, il y en avait 4 de vrais, c'était les réponses A, B, D et E. L'item A était vrai, le sillon coronaire est responsable de la formation de l'étage atrial et de l'étage ventriculaire. L'étage atrial qui est l'étage supérieur et ventriculaire inférieur. Le sillon coronaire, vous pouvez également l'appeler le sillon circonférentiel. Et il est à différencier du sillon longitudinal qui divise le cœur en cœur droit et cœur gauche. Pour l'item B, c'était vrai, les atria, qui est le pluriel de atrium, sont les zones au niveau desquelles s'abouchent les veines de gros calibre. Au niveau de votre atrium droit, vous allez avoir l'abouchement de la veine cave supérieure, de la veine cave inférieure et des sinus coronaires. Et au niveau de l'atrium gauche, vous allez avoir l'abouchement des 4 veines pulmonaires qui contiennent du sang oxygéné, qui est issu de la petite circulation. Pour l'item C, c'était faux parce que la valve tricuspide, elle est pourvue d'un appareil sous-valvulaire. Et donc dans cet appareil sous-valvulaire, on a le cordage, les piliers et les muscles papillaires. Et petit rappel, cette valve tricuspide, elle est composée de 3 valvules qui va séparer l'atrium droit de votre ventricule droit. Pour l'item D, c'était vrai. Dans le cœur gauche se trouve un sang exclusivement artériel. Quand on parle de sang artériel, on parle de sang oxygéné. Donc, par exemple, c'est ce qu'on va retrouver au niveau de vos veines pulmonaires et de votre aorte. Alors que le sang veineux, c'est le sang désoxygéné, enfin ou pauvre en oxygène, qu'on va retrouver au niveau de vos artères pulmonaires et de vos veines caves supérieures et inférieures. Pour l'item E, c'était vrai, la systole est le mécanisme contractile qui expulse le sang hors du cœur. La systole, elle permet l'éjection du sang dans les artères, donc au niveau de l'aorte et au niveau de vos artères pulmonaires. Et la diastole, elle, c'est le relâchement cardiaque qui va permettre le remplissage des ventricules et le remplissage des artères coronaires, à ne pas oublier. Donc QCM 27, il concernait le cœur. Pour l'item A, il était vrai puisque le myocarde est bien composé de cellules musculaires striées. Par contre, attention parce que du coup, dans le QCM2, je vous avais dit que les muscles striés étaient sous le contrôle de la volonté et que les muscles lisses y échappaient. Le cœur, c'est une exception.
c'est bien un muscle lisse, mais un muscle strié. Oh là là, si je commence à vous embrouiller. Le cœur, c'est bien un muscle strié, mais par contre, il échappe au contrôle de la volonté. Il est contrôlé par le système nerveux autonome. Ensuite, pour l'item B, il était faux. Parce que la cavité, elle est entièrement close en physiologique et non en cas pathologique. C'est-à-dire que le péricarde, il est ici, il entoure votre cœur, il a un feuillet viscéral qui est du coup l'épicarde et un feuillet pariétal. Ces deux feuillets sont complètement clos normalement. Il n'y a pas d'espace entre les deux. Mais par contre, dans des situations pathologiques, il se peut qu'il y ait une accumulation de liquide ou d'air entre ces deux feuillets et du coup ça forme une cavité. Mais c'est bien qu'en situation pathologique. Pour l'item C, il était faux puisque les artères coronaires se remplissent au cours de la diastole et non de la systole. Donc là, il faut que vous fassiez super attention parce que c'est une exception également. En fait, la diastole, du coup, ça va être quand votre ventricule il est plein, quand il y a du sang à l'intérieur. Moi, je me disais que le D, il avait un gros ventre, enfin c'était une lettre un peu ronde, donc le ventricule, il était plein. Ici, en l'occurrence, votre ventricule gauche. Et pendant la systole, du coup, le ventricule va se contracter et il va éjecter le sang par l'aorte pour aller dans toutes les artères de votre corps. Et en fait, ce sang, il va passer du coup entre le ventricule gauche et l'aorte par la valve aortique. Les valvules de cette valve aortique vont du coup monter. Enfin, voilà, elles vont se relever pour laisser passer le sang qui va faire ça. Sauf que derrière ces valvules, il y a l'orifice des artères coronaires, puisqu'on se rappelle que les artères coronaires, c'est les premières artères collatérales de l'aorte. Donc elles sont juste ici. Et en fait, du coup, quand la valvule, elle se relève, donc lors de la systole, lorsque le sang est éjecté, elle va boucher l'orifice des artères coronaires, ce qui fait que le sang ne va pas pouvoir y accéder. Donc ça va être que lors de la diastole, lorsque les valvules seront redescendues, que le sang pourra accéder aux artères coronaires. Donc voilà, c'est l'exception. Ensuite, pour l'item D, il est vrai, le tissu nodal est bien à l'origine de l'automatisme cardiaque ou système cardionecteur. En fait, votre cœur, il va être innervé de deux façons. Du coup, soit il y a l'innervation automatique, c'est-à-dire du coup que le cœur va lui-même se contracter tout seul sans avoir besoin de facteurs extérieurs. Et il y a en plus le système nerveux autonome qui peut jouer un peu dessus. Mais là, du coup, ce qui nous intéresse, c'est son innervation autonome. Cette innervation, elle se fait grâce du coup au tissu nodal, en fait. Ça va être par exemple le tissu que vous avez au niveau des nœuds sino-atrial ou du nœud atrio-ventriculaire dans votre cœur. Donc c'est grâce à ça que le cœur va pouvoir, que toutes les cellules du cœur vont pouvoir se contracter de façon synchrone et surtout en même temps pour que le cœur batte de la façon la plus harmonieuse possible. Et enfin l'item E, il était faux parce qu'un infarctus du myocarde est provoqué par l'obstruction d'une artère coronaire et non de l'aorte. Vous imaginez que s'il y a une obstruction au début de l'aorte, on est très très mal quand même, parce que du coup ça veut dire qu'aucune artère du corps n'aurait de sang. Donc là, c'est bien les artères coronaires. Parce qu'en fait, un infarctus du myocarde, ça veut dire que votre muscle cardiaque, il n'aura pas d'apport de sang. Or, vous savez que ce sont les artères coronaires, ici l'artère coronaire droite qui fait une forme de C comme ça, et l'artère coronaire gauche qui va se diviser en IVA ici et en artère circonflexe derrière. C'est ces artères qui vont nourrir en fait le muscle cardiaque. Donc le problème, c'est que si il y a des plaques qui vont se déposer dans l'artère et qu'il y a une obstruction complète, ça veut dire que le sang il ne peut pas accéder au muscle cardiaque et c'est ce qui provoque un infarctus du myocarde. Donc voilà, pour le QCM 27. Donc les bonnes réponses pour le QCM 28 étaient donc la D et la E. Donc la A était fausse. Les artères sont des conduits élastiques, c'est faux. Donc ce sont des conduits qui sont contractiles. Sont des conduits élastiques incontractiles, c'est faux. Ils sont donc contractiles grâce à une composante musculaire, mais on en reparlera pour l'item D. Ensuite, donc pour la B, c'est faux. L'obstruction brutale d'une artère terminale entraîne une ischémie. Donc qu'est-ce que c'est qu'une innervation terminale? Ça va être une innervation d'un territoire qui est assuré donc que par un seul vaisseau. Par exemple, imaginons, vous prenez la vallée de la Loire, mais
uniquement qu'avec la Loire. Et bah, il peut y avoir, enfin, la Loire du coup va donner de l'eau à toute cette région, mais il n'y aura que la Loire. Ça veut dire que s'il n'y a plus d'eau dans la Loire, la région n'a plus d'eau. Mais heureusement, il y a plein d'autres ruisseaux qui proviennent d'autres fleuves, etc., qui vont venir amener de l'eau si jamais la Loire est à sec. Et bah là, c'est exactement pareil. Si vous avez une artère qui est à sec, dans une vascularisation terminale, bah, il n'y a personne d'autre pour venir apporter du sang. Donc, il va y avoir une ischémie et c'est pour ça qu'on peut, par exemple, faire un infarctus du myocarde, une nécrose, parce qu'une de nos coronaires est bouchée et que du coup, bah, on ne peut pas assurer une suppléance artérielle et que notre myocarde, il souffre parce qu'il a plus de sang. Ensuite, donc, la C était fausse, donc les branches artérielles s'unissent aux branches veineuses au niveau donc des anastomoses artério-veineuses, par exemple juste ici, qui vont venir chanter le réseau capillaire. Et généralement, voilà, on va les retrouver à proximité des capillaires. Ensuite, donc, la D était vraie. Plus les artères sont éloignées du cœur, plus la composante musculaire est importante. Alors pour ça, on va faire un petit exercice pratique. Donc notre cœur, il va se contracter. Donc quand il se contracte, pendant la systole, il va envoyer un gros débit de sang dans l'aorte. Sauf que cette aorte, elle va avoir un petit calibre comme ça, sauf qu'elle va se retrouver avec énormément de sang à recevoir. Et pour accueillir tout ce sang, la première chose qu'elle va faire, c'est elle va se dilater. Donc l'aorte est un vaisseau élastique. Donc elle se dilate pendant la systole, elle va recevoir tout ce sang et ensuite, bah, vous le savez, elle va le distribuer dans tout le corps. Sauf que de fil en aiguille, quand le sang il va arriver au niveau de vos artères, par exemple ulnaires et radiales, bah, il aura déjà parcouru un bon petit bout de chemin. Et il va donc circuler beaucoup moins vite. Et pour lui redonner un petit regain, lui redonner un petit peu de pression et un petit peu de vitesse, vos artères vont se contracter. Elles vont jouer par exemple le rôle du cœur, mais au niveau périphérique. C'est pour ça que par exemple, quand vous sentez votre pouls, en fait, quand vous prenez votre pouls, ça va être une contraction artérielle. Euh, donc les artères proches du cœur seront élastiques pour recevoir tout le débit sanguin. Par contre, quand elles seront à distance du cœur, quand elles seront éloignées, là elles auront plutôt une composante musculaire pour pouvoir redonner un peu de pression et un peu de vitesse à votre sang. Et ensuite la E était vraie, donc la régulation de la vasomotricité des vaisseaux est soumise à une autorégulation locale et à une régulation neuro-humorale complexe. Donc les bonnes réponses étaient D et E. Concernant le QCM 29, qui est un QCM sur l'aorte, il y en avait deux de vrais, c'était les items C et E. L'item A était faux parce que l'aorte ne naît pas du ventricule droit, mais elle naît du ventricule gauche. Faites bien attention à ça. Ce qui naît du ventricule droit, ici, c'est le tronc pulmonaire. Et donc si vous avez le ventricule gauche avec la naissance ici de l'aorte. Ensuite, l'item B était faux. L'aorte ascendante, elle se porte en haut, oui, en avant, oui, mais elle ne se porte non pas à gauche, mais à droite. Vous le voyez ici, elle va bien vers la droite et c'est seulement après la crosse de l'aorte en TH4 qu'elle se retrouvera à gauche de la colonne vertébrale. Ensuite, l'item C était vrai. L'aorte, elle devient abdominale après avoir traversé un orifice incontractile en T12. Cet orifice incontractile, c'est le hiatus aortique. Faites bien attention, le piège contractile-incontractile. Donc là, il s'agit bien d'un orifice qui est incontractile en TH12. Niveau repère anatomique, donc là on vous parle de TH12 pour le hiatus aortique. Vous avez aussi, qui est important, la crosse de l'aorte en TH4 et la bifurcation de l'aorte en iliaque commune droite et gauche au niveau de L4. Donc oui, donc notre hiatus aortique, après l'avoir passé, l'aorte, elle devient donc abdominale et elle passe en dessous du ligament arqué médian, qui est donc un ligament du muscle diaphragme. Ensuite, tac, 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 on était à l'item D. C'était un item qui était faux parce que l'aorte, elle devient non pas intra, mais rétro-péritonéale après avoir passé le hiatus aortique. C'est-à-dire qu'elle passe en arrière de la cavité péritonéale et non pas en dedans. Et enfin, le dernier item, le E, était vrai. Elle possède une forte composante élastique. Globalement, les artères qui sont proches du cœur, elles vont avoir une forte composante élastique. Et plus les artères s'éloignent du cœur, plus elles vont avoir une composante musculaire qui va être importante. C'est dû au fait que les artères qui sont proches du cœur, elles vont rencontrer beaucoup de pression lors de la systole, donc c'est-à-dire lorsque le cœur va éjecter du sang, alors que les artères qui sont plus loin du cœur, leur rôle va être plus en fait
véhiculer le sang aux différents tissus. Voilà pour ce QCM 29 qui avait donc 2 items de vrai qui étaient les items C et E. Alors, au niveau du QCM 30, il y en avait une seule, c'était la B. L'item A était faux parce que l'aorte émet de nombreuses branches collatérales et 2 branches terminales. Donc, votre tronc brachiocéphalique, vos artères rénales, mésentérique supérieure, inférieure, artère gonadique, tout ça, ça c'est des artères collatérales parce qu'elles émergent du tronc principal qui est l'aorte. Alors que au niveau de la bifurcation aortique, l'aorte se divise en 2 branches terminales qui sont les artères iliaques communes. L'item B était vrai, la crosse de l'aorte se situe au niveau du 4e vertèbre thoracique. Et ça, il faut les apprendre, ces repères vertébraux, parce que c'est souvent posé au partiel. Pour l'item C, c'était faux, le tronc brachiocéphalique va rapidement donner l'artère carotide commune droite et l'artère subclavière droite. Alors que vos artères carotides communes gauche et artère subclavière gauche, elles émergent directement de votre crosse de l'aorte. Pour l'item D, c'était faux parce que l'artère subclavière, elle se prolonge par l'artère axillaire et ensuite c'est l'artère axillaire qui va donner l'artère brachiale en dessous du muscle grand pectoral. Pour l'item E, c'était faux parce que c'est l'artère brachiale qui donne les artères ulnaires et radiales. Votre artère brachiale profonde, c'est une branche de l'artère brachiale qui est responsable de la vascularisation de la loge postérieure de votre bras. Pour le QCM 31, les réponses étaient BC. La A est fausse. L'aorte abdominale descend en position rétropéritonéale à droite du rachis. Ça n'est pas à droite, mais c'est à gauche. La B est vraie. De la portion horizontale se détache d'avant en arrière le tronc brachiocéphalique, puis l'artère carotide commune gauche, puis l'artère subclavière gauche. Et à cet endroit-là, l'aorte va d'avant en arrière et de droite à gauche. La C est vraie. De la partie thoracique descendante se détachent entre autres les artères intercostales aortiques. Là, elles ne sont pas représentées, mais si elles l'étaient, elles partiraient comme ça, etc. La D est fausse. Le tronc cœliaque se détache de sa face antérieure en L1. Ça n'est pas en L1, mais c'est en T12. En gros, vous avez votre diaphragme, votre aorte qui passe à travers le diaphragme au niveau du hiatus aortique. Et donc ça se fait en T12. Et juste après avoir passé le hiatus aortique, elle va donner le tronc cœliaque. Donc c'est bien en T12. En L1, c'est l'artère mésentérique supérieure qui naît. La E est fausse. Les artères rénales et surrénaliennes naissent toutes deux en L2. Cette fois-ci, c'est pas en L2, mais c'est en L1. On voit donc qu'elles naissent au même niveau que l'artère mésentérique supérieure. Ce sont les artères gonadiques qui naissent au niveau de L2. Votre artère mésentérique inférieure naît au niveau de L3. Et vos artères iliaques communes naissent au niveau de L4 à la bifurcation aortique qui se fait au niveau de L4. Voilà, c'est tout pour le QCM 31. Place au QCM 32. Du coup, QCM 32 qui portait donc sur notre cœur, le schéma du cœur et de l'aorte et donc de ses branches à ce niveau-là, au niveau thoracique. Donc pour commencer, notre 1, il était vrai, donc hein, comme vous voyez, A, C, D, E étaient les bonnes réponses. Donc le 1 était bel et bien notre veine cave crâniale, qu'on va retrouver ici, hein, la veine cave crâniale, ici la veine cave caudale. Ensuite, le 2 eh bien, était faux. Pourquoi? Parce que notre aorte, je vous rappelle, ne va pas naître de notre ventricule droit, mais va naître du ventricule gauche. C'est l'artère pulmonaire, le tronc pulmonaire, qui va naître en revanche de notre ventricule droit, pardon. C'est cette artère-là qu'on va trouver alors, hop, artère pulmonaire, tronc pulmonaire. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver l'item C qui était vrai, le 3 était vrai, donc, puisque le 3 va bel et bien bifurquer en 2 branches, c'est ça, hein, c'est ce tronc brachiocéphalique qu'on ne trouve qu'à droite. Ce tronc brachiocéphalique va donc monter et va en effet bifurquer pour former une artère carotide commune droite et une artère sous-clavière droite. Donc, ça va dans la continuité avec le 4. Le 4, c'était justement la portion horizontale de notre aorte qui va en effet émettre le tronc brachiocéphalique, donc à droite, et puis artère carotide commune gauche et artère sous-clavière
gauche. Alors, juste, je vais préciser, parce que ça n'est pas sur le schéma, cette petite artère là qui vient ici, c'est l'artère vertébrale. Voilà, qui vient croiser, qui va monter en arrière pour former justement l'artère basilaire qu'on voit ici. Donc, justement, je vais finir avec notre item E. Hein. Il était vrai, puisque cette artère qui vient monter dans la paroi, la partie antérolatérale de notre cou, c'est cette artère carotide commune. Bon, bah, ici gauche, hein, pour ce qui était du 5, on la retrouve à droite aussi, je le rappelle. Et cette artère carotide commune, elle va ensuite former artère carotide interne et carotide externe. Voilà. C'est tout pour ce QCM 32, et puis ben, je vais vous retrouver pour le QCM 40. A tout à l'heure. Concernant le QCM 33 qui était sur le schéma, il y en avait 3 de vrais, c'était les items B, C et D. L'item A était faux parce que l'artère axillaire gauche fait suite à 6. 6, c'est l'artère subclavière ici, gauche. Donc en fait, le piège n'était pas sur qu'est-ce qui fait suite à quoi, c'était bien l'artère axillaire qui faisait suite à la subclavière, mais on était au niveau de la partie gauche et non pas droite. Ensuite, l'item B était vrai, 7 correspond au ligament artériel. Donc ce ligament artériel, on ne vous en parle pas dans le poly, mais en fait c'est un reliquat du canal artériel qui va relier l'artère pulmonaire gauche à l'aorte. Ensuite, l'item C, tac tac tac, est vrai, 8 longe le bord gauche de la colonne vertébrale. Donc 8 c'est la partie descendante de l'aorte. Donc en fait, petit rappel, l'aorte avant la crosse va être au niveau, enfin à droite de la colonne vertébrale et après la crosse en TH4, elle va se retrouver à gauche de la colonne vertébrale. Donc l'aorte descendante, qui est bien après la crosse de l'aorte, elle se situe donc à gauche de la colonne vertébrale. Ensuite, tac tac tac, on en est à l'item D, qui était vrai. Après 9 apparaissent les artères pulmonaires droite et gauche. Donc 9 ici, je me remets pardon sur le schéma. 9 tac ici, c'est la bifurcation du tronc pulmonaire. Donc il vous donne bien donc une artère pulmonaire droite ici et une artère pulmonaire gauche. Et ensuite, le dernier item, l'item E, était faux parce que 10, qui est donc l'artère pulmonaire gauche, elle contient du sang désoxygéné et non pas du sang oxygéné. Donc attention, faites bien attention avec du coup la grande et la petite circulation. Donc dans la grande circulation, vous allez avoir l'aorte qui naît du ventricule gauche et qui va contenir du sang oxygéné pour ensuite aller l'amener aux différents tissus. Et au contraire, vous avez le tronc pulmonaire qui naît au niveau du ventricule droit et qui va contenir du sang désoxygéné qui va l'amener au poumon où il va y avoir l'hématose, donc l'oxygénation du sang. Donc voilà pour ce QCM 33, il y en avait B, C, D. C'est le dernier item que je vous corrigeais. Donc j'espère que cette Col 6 s'est bien passée pour vous, que ça va mieux, que vous avez appris plein de notions, que vous en avez compris plein d'autres. Et en attendant, du coup je vous souhaite bon courage et je vous fais plein de bisous. Donc pour la 34, les bonnes réponses étaient B, C, D, E. Donc la A était fausse, donc 11, donc qui représente l'atrium gauche, reçoit du sang oxygéné par l'intermédiaire de 2 orifices, c'était faux, c'était 4 orifices. Donc comme vous le savez, votre atrium gauche, il va recevoir du sang qui provient des poumons par le biais donc de 4 veines pulmonaires. Donc ces 4 veines pulmonaires vont contenir du sang oxygéné, et là voilà, on va faire un petit rappel de PR. C'est pas parce qu'une veine, c'est pas parce qu'un vaisseau contient du sang oxygéné que c'est une artère, non. Une artère est définie comme quelque chose qui va éloigner le sang du cœur et une veine comme quelque chose qui va ramener le sang du cœur. Donc votre sang, il a été oxygéné au niveau de vos poumons et il va revenir à votre atrium gauche par le biais des 4 veines pulmonaires, donc 2 à droite et 2 à gauche, qui vont donc s'aboucher au niveau donc de l'atrium gauche par 4 orifices. Donc on les voit, on voit les 2 orifices gauche juste ici par exemple. Ensuite, la B était vraie, 12 est masquée donc par l'auricule gauche. Donc 12, qu'on voit juste là, représente l'artère coronaire gauche. Et en fait, elle va passer sous l'auricule. Et l'auricule, en fait, c'est un petit diverticule qu'on va retrouver donc de l'atrium gauche, qui va venir en gros, ça ne sert pas à grand chose. Imaginez que c'est juste un petit cul-de-sac de l'atrium gauche qui va venir se déposer
au-dessus de la coronaire gauche, donc au-dessus de ce vaisseau. Ensuite, donc pour la C, elle était vraie également. 13 est une branche de l'artère coronaire gauche. Donc 13 que l'on voit juste ici correspond à l'artère circonflexe qui s'engage dans le sillon interatrioventriculaire, donc qu'on appelle également le sillon circonflexe. Et 16, à l'inverse, sera l'artère interventriculaire antérieure, la deuxième branche de division du coup de l'artère coronaire gauche. Ensuite, 14 correspond au bord gauche du cœur, donc c'est vrai, ce bord gauche là qui sera appliqué du coup contre le poumon gauche. Et ensuite, donc le 15 envoie du sang oxygéné dans 2, donc 15 correspond au ventricule gauche, donc que l'on voit juste ici, en bas. Et quand il va donc se contracter pendant la systole, les flèches le montrent très bien ici, il va donc expulser le sang dans aorte que l'on retrouve juste au-dessus, et qui porte, elle porte plusieurs numéros, le 2, le 4 et le 8, mais globalement, voilà, il envoie son sang dans l'aorte. Pour le QCM 35, il concernait les capillaires. Donc l'item A était bien vrai puisque l'ensemble des capillaires de l'organisme, c'est bien le lit capillaire. Pour l'item B, par contre, c'était faux puisque la paroi du capillaire, elle est constituée par un endothélium seulement. À la limite, il peut être doublé par une membrane basale, mais c'est tout. Ensuite, l'item C, il est faux puisque si tous les capillaires étaient ouverts simultanément, il pourrait contenir la totalité du sang et pas seulement la moitié. Donc ça vous montre à quel point le nombre de capillaires est hallucinant parce que c'est quand même de très petits vaisseaux. Donc pour contenir tout le sang, ils sont beaucoup, quoi. Ensuite, le D, il est vrai, puisque le capillaire est entouré à son origine du sphincter précapillaire, vous le voyez ici. La E était par contre fausse, puisque c'était pas dans un tissu actif, mais dans un tissu au repos que la plupart des capillaires sont fermés. En fait, quand les capillaires sont fermés, donc quand vos sphincters obstruent ici, le sang, il passe directement de l'artériole à la vénule. Ça veut dire que tout le tissu qui est ici, il va pas avoir trop de sang. Alors qu'à l'effort, ça demande vachement plus d'oxygène et de nutriments au tissu. Du coup, le système capillaire est là pour distribuer tout ça au maximum de tissu possible. C'est pour ça qu'ils sont ouverts lors de l'effort et fermés au repos. Donc voilà, c'était AD pour le QCM 35. Alors pour ce QCM 36, il y en avait 4 de bonnes réponses. C'était les réponses A, B, C et E. L'item A était vrai. 1 se termine au niveau de TH12. Donc 1 c'était l'aorte thoracique qui va se terminer au niveau du hiatus aortique. L'item B était vrai, le franchissement de 2 se fait au niveau du hiatus aortique. Et 2 correspond au muscle diaphragme. L'item C était vrai, l'aorte passe dans l'abdomen sous le ligament arqué médian après franchissement de 3. Donc 3 qui correspond au hiatus aortique va séparer l'aorte thoracique de l'aorte abdominale. Et je vous rappelle que le hiatus aortique se situe au niveau de la 12e vertèbre thoracique. L'item D était faux parce qu'au niveau de 4, l'aorte n'est pas rétropéritonéale. 4, ça correspond à la 11e côte. Donc au niveau de ce repère, on est au niveau de l'aorte thoracique. Et l'aorte sera en position rétropéritonéale après avoir franchi le hiatus aortique et en devenant l'aorte abdominale. Et pour l'item E, c'était vrai. 5, ça correspondait bien à la dernière côte, qui est la 12e côte, et qui constitue avec la 11e côte, les côtes flottantes. QCM 37, c'est le dernier pour moi. Il portait sur un schéma de l'aorte abdominale et du coup de ses branches. Donc pour l'item A, il était vrai puisque le 6 qui était l'artère phrénique inférieure, c'est bien une des collatérales de l'aorte abdominale. Ensuite, l'item B, il était faux parce que le 7 qui correspondait au tronc cœliaque que vous avez ici, c'est en TH12 et non en L1. En L1, vous allez avoir l'artère mésentérique supérieure et les artères rénales, alors que le tronc cœliaque, il se forme juste à la sortie du diaphragme, en fait, donc au niveau de TH12.
Ensuite, l'item C était vrai puisque le 8, qui est l'artère rénale gauche, vascularise bien le rein gauche que vous avez ici. Ensuite, la D, elle était fausse puisque en fait c'était l'artère gonadique gauche et non droite. Donc faites attention sur un schéma de toujours bien savoir si on vous parle de veine ou d'artère. Et aussi si vous êtes à droite ou à gauche, faites attention de ne pas confondre. Enfin moi je sais que ça m'est arrivé souvent donc je peux vous dire faites attention. Ensuite la E, elle est vraie puisque la 10 qui ici était l'artère mésentérique inférieure, elle vascularise bien une partie du côlon et du rectum. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous laisse avec la fin de la correction. Et puis bon courage pour la suite. Bisous. Donc pour le QCM 38, les bonnes réponses étaient C, D et E. Donc la A était fausse. La 11 correspondait à l'aorte et elle ne donne pas deux artères collatérales, mais deux artères terminales qui sont donc les artères iliaques communes. Donc ça reprend un peu l'explication que je vous ai faite tout à l'heure. C'est-à-dire que si on obstrue une des deux artères iliaques, par exemple l'artère iliaque droite, eh ben, on aura tout notre petit bassin, notre petit bassin, tous les organes du coup qui dépendent de cette vascularisation qui seront affectés, mais également tout notre membre inférieur droit qui lui ne sera plus du tout vascularisé et qui donc pourra s'ischémier, se nécroser. Ensuite donc pour la B c'était faux, donc 12 correspond à l'artère iliaque non pas commune droite mais commune gauche, donc faites attention à l'orientation de vos schémas. Ensuite, pour la C, la 13 donc, correspond bien à L5. Ensuite, la D, donc 14, correspond bien au disque intervertébral lombosacré, donc entre L5 et S1. Et ensuite, E était donc, enfin la 15, pour la 15 c'était vrai, 15 vascularise les organes pelviens, c'est vrai, 15 correspond à l'artère iliaque interne, et cette artère iliaque interne, vous le verrez dans l'aspect petit bassin OS2, vascularise donc les organes pelviens. Voilà, donc c'est tout pour moi pour cette correction. J'espère que ça s'est bien passé. N'hésitez pas encore une fois à poser des questions sur le forum ou à venir nous redemander des explications sur le Discord. On va y rester un petit peu. Et je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis donc je vous donne rendez-vous pour la call 7 dans 3 semaines. Et d'ici là, je vous souhaite du bon courage. À plus. Pour le QCM 39, les réponses étaient B, C, D, E. La A est fausse. 16 permet le drainage du membre inférieur. 16 correspond à l'artère iliaque externe droite, ici. Donc forcément, vu que c'est une artère, elle permet plutôt l'irrigation du membre inférieur et non pas le drainage, qui serait plutôt le rôle de la veine iliaque externe droite. La B était vraie. 17 est une branche terminale de l'aorte. 17 est ici. Elle correspond à l'artère iliaque commune droite, qui est bien une branche de bifurcation de l'aorte, qui bifurque, on l'a vu tout à l'heure, en L4. La C est vraie. 18 correspond à une artère lombaire. Les artères lombaires, on les voit ici. La D est vraie. 19 se détache de l'aorte en L2. 19 est ici et 19, ça correspond à l'artère gonadique droite, en l'occurrence ici une artère testiculaire. On l'a vu tout à l'heure, ça se détache bien de L2, du moins de la face ventrale de l'aorte en L2. Et la E est vraie, 20 est une des trois artères digestives. 20 correspond à l'artère mésentérique supérieure qui forme avec l'artère mésentérique inférieure et le tronc cœliaque les artères digestives. Voilà, donc c'est fini pour moi. J'espère que tout s'est bien passé, la colle s'est bien passée. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite énormément de courage. On sait que vous êtes dans une période très compliquée. Surtout, ne lâchez rien. Ça vaut le coup, croyez-moi. Et je vous fais plein de bisous. Du coup, c'est moi qui termine cette colle. Donc, QCM 40, deux réponses justes, B et E. Donc, pour ce qui était de l'item A, eh bien, cet item A, il était tout simplement faux parce qu'on n'était pas dans le cadre de l'aorte thoracique, mais de l'aorte abdominale. Je rappelle qu'on est en sous-diaphragmatique, puisque cette artère rénale droite, qui était donc le 21, elle va naître de la face latérale de notre aorte au niveau de L1, première lombaire, donc on est bel et bien sur l'aorte abdominale. Ensuite, le 22, c'était ce qu'on appelle l'artère sacrée médiane ou sacrale médiane, qui va naître de la bifurcation donc, aortique au-dessous, entre nos deux artères iliaques primitives. Donc elle va naître ici, elle n'est pas représentée parce qu'elle est vraiment toute petite. Pour ce qui est ensuite de notre item C, il était faux parce que
notre artère fémorale commune, elle ne va pas être en continuité de l'artère iliaque interne, mais de l'artère iliaque externe. Je rappelle que l'artère iliaque interne, et puis vous le verrez pour ceux qui feront petit bassin, cette artère iliaque interne, elle va s'occuper principalement de la vascularisation justement du petit bassin, du pelvis, et donc des organes génitaux entre autres, tandis que l'artère iliaque externe, elle va se continuer pour aller former ensuite, s'occuper de la vascularisation du membre inférieur. Donc cette délimitation, cette formation de l'artère fémorale, en fait, on estime qu'elle se forme au-dessous, une fois passé en fait le ligament inguinal, qu'on va représenter à peu près au niveau du pli de l'aine, donc c'est-à-dire au niveau du pli formé entre la cuisse et le pelvis, le petit bassin. Pour ce qui était de notre item D, eh bien l'artère poplitée, c'est celle-ci. Elle n'est pas en effet à la partie antérieure du genou, mais à la partie postérieure, c'est pour ça qu'elle paraît un peu plus floutée, on va dire. Parce que tout simplement, si elle passait en avant du genou, à chaque fois à chaque flexion en fait, du genou, on aurait une compression de cette artère, et donc on n'aurait plus de vascularisation de la jambe, et même pour un temps réduit, c'est pas forcément bon. Donc c'est pour ça qu'elle va passer en arrière du genou, comme ça même si on fléchit le genou, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de compression. Donc d'ailleurs pour les plus habiles, vous pouvez la palper, cette artère poplitée, il y a un pouls qu'on appelle le pouls poplité, donc à la partie postérieure du genou. Et puis enfin l'item E, qui lui aussi était vrai, cette artère poplitée, elle va ensuite donner l'artère tibiale postérieure, qu'on trouve ici, et cette artère tibiale postérieure, elle va donner en effet une branche, cette branche c'est l'artère, alors ici péronnière, dans votre cours c'est fibulaire, et on va rester sur fibulaire, c'est en plus c'est plus joli. Donc on va avoir cette artère fibulaire qui va s'occuper de vasculariser la partie postérieure et latérale et distale même de la jambe. Voilà. Du coup j'espère que cette colle s'est bien passée pour vous. Évidemment on vous soutient, on continue de vous soutenir, puisque j'espère qu'on vous soutient suffisamment, parce que je sais que les temps sont difficiles actuellement, encore plus avec le confinement, donc on est derrière vous, et puis n'hésitez pas surtout à poser des questions, on est là pour ça. Voilà. Je vous dis évidemment à bientôt, et puis gros bisous. De la part de toute l'équipe d'anatomie, En point d'exclamation!